Bonjour chers internautes, les secrets bien gardés du triangle des Bermudes. Nous vous présentons ici une carte qui a été publiée dans le journal Morpheus numéro 77 de septembre 2016. Or, pour nous mettre à la page, nous sommes dit qu'il serait bien de faire quelques vidéos de façon à expliquer aux personnes qui lisent peu ou ne connaissent pas nos publications, de leur donner une explication assez exhaustive et précise par rapport au triangle des Bermudes. Nous avons donc publié une carte qui existe depuis le XIe siècle et qui était intégralement en runes. Donc les runes sont antérieures au grec, au latin, évidemment à toutes les langues modernes et à l'hébreu. D'ailleurs, on considère que les runes sont à l'origine de l'écriture hébraïque, l'écriture arabe, l'écriture latine et surtout l'écriture grecque. C'est une écriture proto-historique que vous retrouvez ici mentionnée sur la carte, concernant ici l'île des pyramides des géants que vous avez ici en runes, l'île des sortilèges mentionnée en runes ici et l'île des dragons mentionnée en runes ici. Vous avez également le golfe des Étrusques qui est mentionné en runes. Donc pour ceux qui ont quelques connaissances en runologie, ils pourront traduire évidemment ces runes et bien comprendre que la traduction correspond bien à golfe des Étrusques en ce qui concerne le golfe du Mexique et aux îles des dragons, des sortilèges et des pyramides. Ces îles existant sur cette carte ne figurent effectivement plus sur les cartes actuelles. Il se trouve que à partir du XIVe siècle, de gigantesques mouvements tectoniques ont fait s'effondrer ces îles qui étaient au large du golfe du Mexique. Alors, nous tenons ces informations de cartes runiques et vikings qui ont été transmises par Sigmund Sigfusson à partir du XIe siècle. Nous disons que ce sont les cartes de Sigmund Sigfusson puisque, a priori, c'est son trait qui est à l'origine du positionnement de ces îles qui, comme je le répète, ont existé et subsisté jusqu'au XIVe siècle. Alors, sur cette cartographie, nous avons mis en place un triangle, à savoir donc le triangle des Bermudes, que vous retrouvez ici en blanc, et nous avons en fait dans un article expliqué pourquoi il y avait des perturbations temporelles, magnétiques, voire des vagues de 30 mètres qui pouvaient d'un seul coup surgir dans le triangle des Bermudes. Nous considérons que si les cartes de Sigfusson sont exactes, les cartes runiques, et que si le positionnement des pyramides sur ces dernières îles, qu'on pourrait dire les dernières îles atlantes, ont existé, nous pensons en réalité que ces îles ont sombré pour la plupart verticalement. En sombrant verticalement, elles ont entraîné avec elles des structures pyramidales qui avaient des fonctions magnétiques très particulières. Et certaines de ces pyramides se retrouvent donc aujourd'hui au fond de l'océan et engendrent des modifications très particulières qui relèvent d'une technologie dont on ne sait à peu près rien aujourd'hui. Alors, concernant cet article, nous avons évoqué le naufrage du Memphis en 1912. Il faut savoir que c'était un bateau, un des plus gros bateaux de guerre de l'époque en 1912, et que ce bateau a subi latéralement une vague de 30 mètres de haut sur une mer totalement plate. Et la question est de savoir en vertu de quoi et pourquoi une vague de 30 mètres de haut peut subitement ébranler un bateau de guerre et le pousser sur des récifs à tel point que ce bateau est parti à la casse, dirons-nous. Il se trouve que les pyramides qui existaient sur les différentes îles avaient une fonction très particulière qui nous sont révélées par les Islandais, les Norvégiens, les Vikings, qui parlaient assez ouvertement de cette île des pyramides des géants qu'ils contournaient bien au large parce qu'ils disaient que les pyramides généraient des vagues extrêmement dangereuses et des murs d'eau extrêmement dangereux de façon à ce que personne ne puisse accoster. Selon les textes islandais, norvégiens de l'an 1000 et plus tard,
il est dit que ces terres et ce phénomène était bien connu et qu'il était important pour les navigateurs de passer très loin de cette île, de façon à ne pas avoir à subir des murs d'eau absolument mortels pour les navigateurs de l'époque. Nous avons en dessous l'île des pyramides des géants, l'île des sortilèges, qui également, donc selon les cartes du XIe siècle, disposait de pyramides qui avaient différentes fonctions. Nous pensons que certaines de ces pyramides se retrouvent aujourd'hui au fond de l'océan Atlantique et ont gardé leur fonction. Dans les années 70, depuis la découverte d'une cité engloutie au large de l'île de Bimini, le triangle des Bermudes a fait l'objet d'études et de recherches soviétiques, anglo-saxonnes, scandinaves, japonaises, allemandes. Pour la plupart de ces recherches, elles furent des recherches militaires sous le sceau du secret. Et on doit un certain nombre d'informations rendues publiques au plongeur Jacques Mayol, qui découvrit en fait une pyramide sous-marine au large de Bimini. Les recherches militaires ont utilisé des plongeurs, des sous-marins, afin d'étudier les champs de force développés à intervalles plus ou moins périodiques par cette fameuse pyramide. De nombreuses recherches ont été faites dans le triangle des Bermudes, cependant bien peu d'éléments ont été rendus publics. En ce qui concerne les expéditions, une expédition civile a eu lieu en 1978 et cette information a été relayée par l'agence France Presse, par France Antilles, numéro 2493, le 15 juin 1978. Une expédition scientifique se rendra au mois d'août prochain à 200 000 nautiques au sud des Bahamas pour tenter d'identifier l'objet de forme pyramidale qui a été localisé par 100 mètres de profondeur sous la mer. Organisée par l'industriel grec Harry Marshall, elle sera dotée de moyens très importants, comprenant notamment un sous-marin de poche. Le docteur Manson Valentine de Miami, spécialiste en archéologie sous-marine, et le recordman du monde de plongée libre, le Marseillais Jacques Mayol, feront partie du voyage. Selon ce dernier, l'étude de film prise il y a 3 semaines a démontré qu'il s'agit bien d'un objet de forme pyramidale de 150 mètres de haut et de 300 mètres de longueur à la base. L'aspect rectiligne de cet objet est marqué par 2 ouvertures latérales où l'eau s'engouffre à une vitesse prodigieuse. Jacques Mayol, concernant cette expédition, déclarera la chose suivante. « Je suis convaincu à 60% qu'il s'agit d'une pyramide, mais la seule façon de vérifier, c'est d'y aller avec un sous-marin de poche, d'une part, et de perforer la pierre d'autre part, pour prendre des échantillons. Je pense que la compagnie maritime d'expertise pourrait envoyer des plongeurs par la suite, mais je crois qu'elle s'intéressera à l'aventure dans la mesure où il y aura des indices assez valables pour le faire. » Évoquant les relations de cause à effet qui pourraient être faites entre la découverte d'une pyramide sous-marine dans cette région et le mystère du triangle des Bermudes, le plongeur marseillais s'est montré très réservé. Tout ceci est très difficile à relier. Certains esprits romantiques aimeraient bien voir une relation entre ce qui pourrait être le vestige d'une vieille civilisation qui utilisait des formes d'énergie que nous ne connaissons pas et les disparitions constatées dans le secteur. Pour le moment, ce n'est pas très scientifique, bien que les phénomènes électromagnétiques signalés dans cette zone soient vraiment troublants, puisque les boussoles se mettent à tourner à des allures hallucinantes et que des pilotes disparaissent et réapparaissent après que leur montre se soit arrêtée durant ce temps. Le plongeur marseillais estime que toutes les hypothèses sont maintenant valables, y compris l'hypothèse de la rupture du continuum espace-temps. Cette expédition coûta 1 million de francs, uniquement financée par le milliardaire Marshall, un riche propriétaire de mines. Mais en fait, très peu de choses ont été rendues publiques concernant toutes ces expéditions dans les Bermudes. Notons que Jacques Mayol a évoqué l'existence d'avenues de blocs cyclopéens sur le fond marin. Sur ces avenues, il s'est aperçu que le sable était magnétisé et se maintenait en ligne. Le naufrage du Memphis en 1912. Le Memphis était sur une mer d'huile. Une embarcation avait conduit une partie de son équipage
sur terre. Ce bâtiment était un des plus grands navires de guerre de l'époque. 10 minutes après, un mur d'eau jaunâtre de 30 mètres émerge de la mer. Puis, de nouveaux murs d'eau jaunâtre émergent des profondeurs. Ce mur déferle sur le Memphis qui donne de plus en plus de la bande. Son ancre est littéralement arrachée par la violence des vagues. Il s'échoue violemment sur les récifs de Saint-Domingue. Il y aura plus de 200 blessés et 30 marins trouveront la mort. Ces émergences de murs d'eau furent attribuées à de mini-séismes sous-marins. C'est une explication plausible, hormis le fait qu'aucun bruit sourd de tremblement de terre ne fut perceptible avant et pendant le naufrage. De plus, ce phénomène, récurrent dans la région des Bermudes, s'accompagne de perturbations magnétiques, de ruptures de continuum espace-temps, de disparition de bâtiments. Tenter d'expliquer systématiquement tous ces phénomènes par des séismes sous-marins n'est tout simplement pas viable. Une explication concernant ces phénomènes nous vient directement du Moyen-Âge, de l'an 1000, de Sigmund Sigfusson, qui est à l'origine de la carte que vous avez sous les yeux. Encore aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à expliquer comment et pourquoi des avions et des équipages traversant une nappe magnétique engendrés par ces champs de pyramides disparaissent momentanément de l'existence. Les avions disparaissent de la vue et des écrans radars. Dès que ceux-ci réapparaissent, il y a un décalage notable du temps par rapport à l'écoulement temporel. Sigmund Sigfusson, dans un discours à la loge odinique de Chartres, explique que les hommes et les animaux qui tombent dans une nappe très dense de fluide magnétique, vert, tombent en catalepsie, quelques heures, plusieurs semaines ou plusieurs années, et centaines d'années dans certains cas. Le second effet de la nappe concentrée de fluide magnétique, explique Sigfusson, est de rendre invisibles objets animés et inanimés. Après le passage de la nappe, l'homme, l'animal ou l'objet reste très longtemps invisible. Il mentionne à ce propos l'évanouissement de moines astronomes de l'abbaye groenlandaise de Ketilsfjord, qui s'étant aventurés sur le sommet de hauts glaciers furent enveloppés par les veloutes magnétiques d'aurore boréale. Ces moines, en léthargie et devenus invisibles, revinrent à la vie 3 années après. Dans la région de l'île aux pyramides des géants, il mentionne des navires et des équipages d'une haute antiquité qui réapparurent soudain aux yeux étonnés de marins islandais. Les Islandais dénommaient la grande île des Bermudes Furdustrandir, côte des prodiges. En effet, là-bas réapparaissaient, selon les auteurs de sagas, des navires et des appareils volants qui ressuscitaient après une longue dématérialisation. Sigfusson affirme que les disparus qui revenaient à la vie, s'ils étaient malades ou cancéreux, revenaient guéris. Tous ces éléments dont nous parlons ici ont été traduits à partir du vieux norvégien, d'une part du vieil islandais, à partir de textes datant du XIe siècle, qui ont été attribués à Sigmund Sigfusson. Les Vikings et les peuples du Nord en général faisaient état de sciences et de technologies hyperboréennes très avancées, y compris d'engins volants hyperboréens, qu'ils nommaient des flygils. Jusqu'au XIIIe siècle, soit pendant plus d'un millénaire, il semble évident que des échanges eurent lieu entre ces peuples du Nord et les derniers savants hyperboréens demeuraient sur les îles Atlantes des Bermudes. Ceci expliquerait les prodiges réalisés par ces peuples en termes d'ingénierie navale, sidérurgie, médecine, astronomie, connaissance du magnétisme, cartographie, architecture, tellurisme, sismologie, métallurgie, etc. Tous ces faits relèveraient d'une pure mythologie selon la science et l'histoire officielle. Un problème demeure. La construction de plus de 200 cathédrales en Europe ne peut s'expliquer que par la transmission d'un savoir hyperboréen. Or, il est bien difficile de nier l'existence d'édifices millénaires qu'aucun de nos savants actuels ne saurait construire. Comme le disait Napoléon, l'histoire officielle est une fable. Or, à cette fable, nous opposons un mythe dont la consistance architecturale millénaire se dresse sous nos yeux encore aujourd'hui.